Relance des marchés, la concurrence internationale est forte, il faut que l'économie belge se rétablisse au plus vite, mais il est également soucieux du maintien de la paix sociale en cette période fragile d'après-guerre où l'on assiste un peu partout en Europe à des mouvements de remise en question de la domination bourgeoise, ce qui en Russie et en Allemagne s'est carrément traduit par le développement de mouvements révolutionnaires. Mais ce gouvernement se trouve confronté à un véritable bras de fer entre ouvriers et patronat, chacun campant sur ses positions. Il faut savoir que le patronat belge de la grande industrie et des charbonnages est un patronat particulièrement réactionnaire. Et donc, finalement, c'est le ministre socialiste Joseph Wouters lui-même, donc ministre de l'Industrie et du Travail, qui va prendre une mesure tout à fait particulière pour tenter de dénouer les conflits en cours. Donc, je l'ai dit, il est responsable de l'octroi des secours alimentaires, donc qu'on avait décidé de maintenir le temps de la relance économique, et il va décider purement et simplement d'accorder ce secours alimentaire aux grévistes. Théoriquement, le règlement du Fonds national de secours et d'alimentation de guerre interdit du secours les grévistes. Donc, ce sont vraiment les chômeurs, mais pas les grévistes. Et donc, on va trouver cette mention un peu particulière de grévistes involontaires pour justifier cet accord donc, des secours alimentaires aux grévistes. Cependant, Joseph Wouters va y mettre une condition majeure. La condition, c'est que ces grévistes acceptent de soumettre le conflit à l'arbitrage d'un tiers. D'accord ? Et donc ce tiers, cette tierce personne, cet arbitre, sera désigné par les deux parties, par les ouvriers et par les patrons, et que, donc, cette condition, donc, ils acceptent de soumettre le conflit à l'arbitrage, et les ouvriers s'engagent, les deux parties, pardon, s'engagent à se soumettre souverainement à la décision qui interviendra, et à ne plus subordonner la reprise du travail à cette solution. C'est-à-dire qu'on reprend le travail dès qu'on décide de mettre en route l'arbitrage, avant même que la solution intervienne, et on accepte la solution quelle qu'elle soit, puisque de toute façon, cette solution sera tranchée par un arbitre sur lequel les deux parties sont tombées d'accord. Et donc, comme le stipule le gouvernement, non, je pensais que j'avais une citation. Comme le stipule le gouvernement, le conflit donc, ne doit plus être solutionné dans la rue, mais bien contradictoirement, en présence des deux parties, éclairées et argumentées comme elles doivent être. Et donc, le gouvernement établit également comme base acceptable de tout arbitrage une journée de travail de maximum de 9 heures par jour. Donc, si on consent à discuter sur cette base, l'arbitrage peut avoir lieu. Donc, maximum 9 heures par jour et un salaire minimum de 0,75 centimes, de 75 centimes, pardon, de l'heure. En fait, ceci est inférieur aux revendications posées par les organisations syndicales au début du mouvement, puisque ici, je ne sais pas si on sait le dire, mais la commission syndicale, appuyée par ses organisations affiliées, a décidé d'engager les ouvriers à ne pas travailler plus de 8 heures par jour et de revendiquer donc un minimum de 1 franc de l'heure. Et donc là, la base de négociation que définit le gouvernement, le ministre socialiste, est celui de 9 heures et 0,75 francs de l'heure. Il stipule également que ceux qui voudraient tenter leur chance d'aller jusqu'au bout, donc si les ouvriers se refusaient à tout arbitrage, voulant tenter les chances d'aller jusqu'au bout, il y aurait lieu de leur faire refuser les secours alimentaires par les comités locaux de secours. D'accord ? Donc ces ouvriers-là qui n'accepteraient pas l'arbitrage, évidemment, n'auront pas droit au chômage, n'auront pas droit au secours. Ainsi, il est clair que Joseph Wouters parvient habilement à mettre en place une pression extrêmement forte
en faveur de la pacification des conflits en cours, de la conciliation des conflits du travail en cours. Effectivement, d'une part, pour les travailleurs, on est dans un contexte où les enquêtes syndicales sont très faibles, suite à la décomposition du mouvement syndical pendant la guerre. Et donc, les travailleurs vont être poussés à accepter le principe de la conciliation sociale sur cette base, même si elle est inférieure à celle exigée au départ, puisque la mesure de Joseph Wouters a en effet l'avantage de leur garantir un revenu minimum, ce secours alimentaire, qui leur permet de prolonger indéfiniment leur résistance aux conditions de travail imposées unilatéralement par le patronat. Donc c'est vrai que cet octroi de secours leur donne une capacité de résistance énorme, et effectivement, cette mesure va contraindre le patronat à renoncer à son espoir que, sous la pression de la faim et de la misère, les travailleurs acceptent de reprendre le travail aux conditions d'avant 14. Et donc la manœuvre de Wouters a été vraiment très subtile et efficace, puisque par ce biais de la réglementation de secours aux chômeurs, il parvient à imposer la conciliation des conflits en cours et la reprise immédiate du travail. Alors, ces commissions d'arbitrage vont pour la plupart déboucher sur la signature de conventions collectives du travail, donc qui vont se multiplier alors qu'elles étaient quasi inexistantes avant 14. Et à leur tour, la multiplication des rencontres entre patronat et représentants ouvriers va entraîner la mise sur pied, dès avril-mai 1919, des premières commissions paritaires en Belgique, à savoir donc des rencontres au niveau national entre les représentants des travailleurs et les représentants patronaux, afin de négocier directement, et donc sans arbitrage cette fois, des conditions de travail à l'échelle de tout un secteur. Les premières commissions paritaires voient le jour dans les secteurs clés de la métallurgie, de la construction mécanique, de la sidérurgie et des charbonnages, mais elles se multiplient ici, comme vous le voyez, dans à peu près tous les secteurs d'industrie. Et donc, on assiste effectivement au lendemain de la guerre, en 1919, à la reconnaissance pleine et entière par l'État et par le patronat du syndicat comme interlocuteur privilégié dans la négociation du contrat de travail. Et donc, on assiste au développement, première expérience, de concertation sociale proprement dite. Et donc, le rôle joué évidemment par les syndicats socialistes dans ce mouvement social, notamment via l'appel à la classe ouvrière, les succès engrangés par eux dans le cadre des commissions d'arbitrage et puis des commissions paritaires expliquent fondamentalement la croissance extraordinaire des syndicats socialistes au cours de l'année 1919. Ceci passe en effet de 120 000 affiliés en 1914 à 600 000 membres à la fin de 1919, soit une croissance de plus de 500%, ce qui est énorme. Et donc, là, je pourrais revenir sur le premier graphique. Voilà. Ceci explique, ici, on voit vraiment que la Belgique est passée d'un des derniers pays en matière de taux de syndicalisation à la troisième place des taux de syndicalisation européens en 1919. Et donc, cette croissance syndicale, ces victoires remportées par les syndicats socialistes, provoquent un véritable enthousiasme dans les rangs syndicaux socialistes. Cette victoire, cette croissance, ouvre à leurs yeux la perspective d'un renforcement continu de la puissance syndicale que désormais rien ne pourrait arrêter. On évoque l'avènement d'une ère nouvelle où plus rien ne serait comme avant, où l'égalité sociale et économique serait enfin réalisée. Et donc cet enthousiasme va se traduire en termes de structure syndicale par un véritable élan en faveur d'une centralisation et d'une concentration syndicale accrue, comme moyen de réaliser l'unité des travailleurs. Et donc, on assiste d'emblée à des réalisations concrètes, donc des fusions d'organisations sur une base industrielle, à la centralisation de caisses syndicales, parce qu'il faut savoir, et là je fais un tout petit retour en arrière, que historiquement, le syndicalisme de tendance socialiste est un mouvement
très hétérogène. Au XIXe siècle, en fait, le mouvement syndical socialiste naît dans le dernier tiers du XIXe siècle, sous l'effet de l'industrialisation croissante et du développement des idéaux socialistes. En fait, diverses organisations de métiers, des petites organisations syndicales de métiers, qui étaient au départ constituées sur un mode globalement apolitique et très corporatiste, vont progressivement s'ouvrir aux autres travailleurs et aux travailleurs moins qualifiés, aux travailleurs de province, parce qu'à la base, le syndicalisme naît parmi l'élite ouvrière des villes, et vont commencer à se réclamer ouvertement de la lutte des classes. Et donc, ils vont former des fédérations nationales, mais cela n'implique pas qu'ils renoncent à leur autonomie. Donc, tous les aspects corporatistes ne disparaissent pas pour autant, et surtout, ils maintiennent une véritable autonomie en matière d'action, en matière de fonctionnement. Et donc, les fédérations qui sont constituées, comme la commission syndicale, donc qui est constituée en 1898 et qui sera l'ancêtre, qui est l'ancêtre de la FGTB, même s'il y a encore des changements importants qui se sont opérés depuis. Mais donc cette commission syndicale du POB, les organisations nationales qui sont constituées, le sont sur base d'un lien fédératif très large. Donc ils n'ont vraiment pas beaucoup de pouvoir. La centralisation est très faible avant 14 dans le mouvement syndical. Et donc cet enthousiasme de l'après-guerre, de la croissance de l'après-guerre, provoque à ce niveau-là un changement important. Parce que, effectivement, la concentration et la centralisation syndicale sont perçues par les affiliés, par les militants, comme des moyens de renforcer la puissance et l'efficacité de l'action syndicale face au patronat qui, lui, centralise ses forces et s'organise justement sur une base industrielle pour résister aux revendications des travailleurs. C'est aussi un moyen d'unifier le plus grand nombre possible de travailleurs derrière les mêmes revendications dans le cadre d'une action commune, de rationaliser au maximum les dépenses d'énergie, surtout qu'on est face, après la guerre, à une pénurie de cadres et de moyens syndicaux, notamment face à cette croissance extraordinaire des effectifs. Alors, donc, ça c'est cette tendance à la concentration, cet enthousiasme en faveur de la concentration et de la centralisation syndicale telle qu'elle se manifeste dans le mouvement syndical dans son ensemble, mais il faut bien voir aussi que d'un autre côté, le développement des conventions collectives du travail et des commissions paritaires va également œuvrer en faveur d'une concentration accrue des organisations syndicales. En effet, la persistance de multiples organisations professionnelles où les sections disposent d'une large autonomie pourrait de fait constituer des entraves au développement du régime conventionnel du travail. En effet, cela risquerait, donc cette multiplicité des organisations risquerait non seulement d'amoindrir, s'il y a plusieurs syndicats présents dans une entreprise face à un patronat, mais ça risquerait d'amoindrir la cohésion syndicale au cours des négociations avec le patronat, donc, et ce, tant au niveau des revendications posées que des stratégies défendues, mais cela pourrait aussi fragiliser la pérennité des conventions conclues, puisqu'elles dépendraient de plusieurs organisations. Et donc, si une seule organisation, une section décide de rompre l'accord, en fait, ce serait l'ensemble de la convention qui se trouverait compromise et que le patronat pourrait remettre en question. Et effectivement, si le patronat a consenti à l'organisation collective du travail, c'était bien en contrepartie d'une responsabilisation syndicale quant au respect des travailleurs, des accords conclus, et donc une certaine garantie de paix sociale. Et donc la centralisation et la concentration syndicale visent également, dans le chef d'un certain nombre de dirigeants syndicaux, à renforcer la discipline et la cohésion syndicale en faveur du respect des décisions intervenues en commission paritaire ou autre.
Et donc, on cherchera à constituer de grandes centrales syndicales industrielles qui correspondent en fait aux commissions paritaires, au secteur des commissions paritaires. Il faut, stipule le Comité national de la commission syndicale du 8 juin 1920, que tous les travailleurs susceptibles de relever d'une même convention collective de travail appartiennent à la même organisation. En août 1920, le secrétaire général de la commission syndicale, donc Corneille Mertens, propose dans les colonnes du mouvement syndical belge, donc ça c'est l'organe de la commission syndicale, un plan de réorganisation des groupements affiliés à la commission syndicale en 15 centrales d'industrie, dont les bases syndicales seraient unifiées. Et donc, l'évolution considérable que constituent les commissions paritaires pour les syndicats entraîne des conséquences importantes en matière de structure et de fonctionnement syndicaux. Cependant, il faut bien voir que les choses vont rapidement changer parce que l'année 1920 va se profiler comme une année de transition et de contraste pour les syndicats, au cours de laquelle les premières difficultés vont apparaître. En fait, on avait espéré une diminution du coût de la vie, mais celui-ci augmente à nouveau. Les chiffres du chômage croissent également et se développe une vague de réaction, à savoir une tentative, réaction patronale, une tentative donc du patronat de récupérer, y compris par le biais des commissions paritaires, les avantages qu'il avait consentis à la classe ouvrière au lendemain de la guerre. En même temps, le vote de la loi des 8 heures se trouve bloqué par le Sénat réactionnaire. Et en fait, cette situation donc, de crise et de réaction patronale aura pour conséquence de provoquer d'importants conflits à l'intérieur du mouvement syndical quant à l'attitude à adopter face à cette crise et à cette réaction patronale. Et donc, cette unité qui avait prévalu au sortir de la guerre, à la faveur des victoires remportées, va rapidement être rompue et d'importants conflits vont éclater, conflits qui sont beaucoup plus importants que ce que laisse généralement entrevoir l'historiographie syndicale. En fait, schématiquement, on va trouver les deux positions suivantes, rapidement, mais sinon je vais vraiment dépasser le temps imparti. On a d'une part les dirigeants de la commission syndicale et de la plupart des centrales, mais pas tous, qui vont considérer que le recours à la grève en période de crise est non seulement inefficace, puisque le patronat ne peut rien céder tant que la crise persiste, mais surtout dangereux pour le maintien de la puissance récemment acquise, car elle risquerait, le recours à la grève, risquerait d'épuiser moralement et financièrement les syndicats dans des conflits sans fin, et surtout de permettre au patronat de renoncer à l'organisation collective du travail, qui est considérée par ses dirigeants comme la plus grande victoire, la plus importante victoire des luttes sociales de l'après-guerre, et donc qu'il faut maintenir à tout prix. À l'inverse, on va trouver donc comme deuxième position les partisans d'une opposition radicale aux prétentions patronales à récupérer donc les avantages qu'ils avaient consentis, et donc partisans du retour à une action gréviste offensive, même si cela doit impliquer la rupture des négociations dans les commissions paritaires. Et donc cette position va trouver appui non seulement au sein des militants, parmi les militants révolutionnaires, communistes, anarchistes qui sont actifs au sein des syndicats, mais également auprès des travailleurs d'une partie des syndiqués qui ne sont pas prêts à accepter une diminution de leur salaire sans s'y être opposés de front comme ils l'ont toujours fait. Sans s'être opposés donc oui, à ces diminutions. Mais aussi, cette position va va être défendue par un certain nombre de militants et même de dirigeants issus directement du mouvement syndical. Alors, donc, je l'ai dit, du côté donc de la plupart des directions syndicales, on va assister, a fortiori en période de crise, au développement d'une véritable économie de la grève,
qu'il ne faut utiliser donc que comme ultime ratio, dernier recours. On passe donc pendant les périodes de crise, en 1920, mais également en 1930, pardon, excusez-moi, les grèves déclenchées sans l'assentiment des directions syndicales, les grèves qui entrent en contradiction avec les conventions collectives existantes vont être systématiquement, sévèrement condamnées par ces directions syndicales comme faisant précisément le jeu des patrons, donc patrons qui sont à l'affût de dénoncer l'organisation collective du travail. Et donc tout au long de ces crises, les dirigeants de la commission syndicale vont préconiser d'agir prioritairement en direction d'une part du Parlement, en faveur du vote de loi sociale, la loi des 8 heures, que seule la contrainte légale et non la grève peut forcer les patrons à accepter, et donc toujours en direction du Parlement, de la nationalisation d'un certain nombre d'industries, donc pour limiter les méfaits de la concurrence dans ces secteurs essentiels. Alors, donc, action en direction du Parlement d'une part, mais également en direction des pouvoirs publics. Et là, il s'agit d'obtenir de ceux-ci des aides financières pour les chômeurs, de manière à ce que les travailleurs puissent assurer leur survie et celle de leur famille, et leur permettre ainsi donc de surmonter la crise sans se laisser aller à des mouvements de grève, de désespoir. Et donc, la commission syndicale préconisera et obtiendra, par une mesure prise de nouveau par le ministre socialiste Joseph Wouters en juin 1920, que ces indemnités vont désormais être allouées sous la forme de subsides, donc les indemnités de chômage vont être allouées par l'État sous la forme de subsides aux caisses d'assurance chômage existantes. Mais les caisses d'assurance chômage existantes, ce sont principalement des caisses syndicales et les syndicats socialistes sont majoritaires. Et donc Wouters transforme effectivement l'ancien Fonds national de crise, l'ancien Comité national de secours et d'alimentation, il va le transformer en Fonds national de crise qui distribue désormais, qui subsidie désormais les caisses syndicales à concurrence de 50% des cotisations payées. Et donc la commission syndicale acquiert ainsi un intérêt tangible à l'affiliation de la commission syndicale, ce qui lui permet de maintenir sa puissance. Et donc l'objectif de la commission syndicale et qu'elle parvient à obtenir grâce au soutien de Joseph Wouters n'est autre que d'attacher par ce biais les membres au syndicat afin d'éviter que les travailleurs ne désertent massivement les rangs syndicaux dès lors que l'agitation gréviste n'était plus à l'ordre du jour. Et donc, voilà, donc ici une citation qui montre ce... Non, c'est pas... On va avancer parce que... Donc les syndicats, voilà, donc la croissance des fonds distribués par les caisses de chômage des groupes syndicaux, évidemment, est extrêmement importante entre 1919 et 1921, suite à ces mesures de Joseph Wouters. Donc toutes les centrales disposent comme base non seulement une caisse de résistance, mais également une caisse de chômage qui devient une des fonctions principales des syndicats en Belgique. Alors, dans le même ordre d'idée, donc d'attacher, de fidéliser les affiliés aux syndicats alors que la grève n'est plus à l'ordre du jour, on va développer également les services mutualistes aux syndicats, donc pour fidéliser les membres à leurs organisations syndicales. Donc, ils connaissent également donc des développements importants. Et donc ici, en 1920, dans le contexte de la crise, on a bien un pas majeur, essentiel, qui est franchi en direction d'un syndicalisme de plus en plus nettement assurantiel, donc assurance chômage, diverses
diverses assurances de mutualité, divers services de mutualité, et qui résulte donc fondamentalement du soutien du ministre socialiste de l'Industrie et du Travail à la ligne de conduite préconisée par la commission syndicale. Alors, pour le propos donc d'aujourd'hui, la conséquence sans doute la plus importante de ces conflits qui vont naître à l'intérieur du mouvement syndical, en ce qui concerne donc les orientations et les pratiques syndicales, c'est qu'elles vont poser d'importants problèmes de discipline syndicale qui vont remettre en cause l'élan centralisateur entamé en 1919. Donc, je vous avais dit, dans l'élan des victoires remportées. Et donc, ces conflits vont poser d'importantes questions relatives aux fonctionnements syndicaux et en filigrane à l'exercice de la démocratie dans les syndicats. En effet, la centralisation accrue donnait matériellement aux centrales le moyen d'imposer à l'ensemble du mouvement leur ligne de conduite en matière d'action syndicale et tout particulièrement en matière de grève. En effet, à partir du moment où les caisses de résistance sont centralisées, les centrales syndicales en ont la gestion et donc elles se dotent d'une forte autorité dans la conduite des grèves puisqu'elles peuvent désormais menacer la section qui ne respecterait pas les directives d'être privée des indemnités de résistance. Donc un des nerfs essentiels évidemment de la grève. Et donc finalement, les désaccords sur les modes d'action et orientation syndicale, entre syndicalisme de combat et syndicalisme d'assurance et de concertation d'autre part, vont déboucher sur de fortes résistances de fait à la centralisation. La centralisation est vue comme une atteinte à l'autonomie d'action des sections, des syndiqués organisés à la base sur le terrain des entreprises. Et donc on va voir se développer de forts courants autonomistes dans les syndicats qui vont réclamer un pouvoir ouvrier dans l'entreprise, une sorte de démocratie directe que les militants et syndiqués entendent exercer à la base dans leurs entreprises et notamment en matière d'exercice de la grève, de la conduite des conflits. Et donc le cas de la grève d'Ougrée-Marié, qui est un peu connu, est un exemple flagrant. Elle illustre très bien le processus d'autonomisation d'une section qui est étroitement donc liée à la question donc de cette affirmation du pouvoir ouvrier dans l'entreprise. Et en fait, dans ce cas précis, ce conflit sera poussé à ses plus ultimes conséquences puisque les tentatives de la centrale, donc de la centrale des métallurgistes, de reprendre le contrôle de cette grève qu'elle ne soutenait pas et qu'elle voulait voir s'arrêter, vont se solder par un échec. Donc la centrale ne parviendra pas à faire cesser le mouvement et entraîne finalement l'exclusion du secrétaire de la section, donc Julien Lahaut, qui sera un futur membre du Parti communiste de Belgique, mais qui ne l'était pas à l'époque, qui était un syndicaliste combatif. Et donc il va se faire exclure et la majorité des affiliés de la section va quitter la centrale socialiste et fonder avec Julien Lahaut un syndicat dissident, donc les fameux Chevaliers du Travail de Liège, donc fondé au début de 1922. Alors, face au développement de ces conflits et les conséquences catastrophiques pour l'organisation syndicale qui perd 4000 de ses membres suite au départ des affiliés de la section d'Ougrée, la commission syndicale et Joseph Bondas, tout particulièrement son secrétaire, va déposer une proposition, un ordre du jour, visant à accroître l'autorité de la commission syndicale dans les conflits du travail. Alors, donc, comme je l'ai dit, la commission syndicale ne disposait d'aucun pouvoir de décision
comme dans bien d'autres domaines, mais en matière de conduite de conflit. Tout ce qu'elle avait comme faculté, c'était d'émettre des appels à la solidarité ouvrière, et encore, elle ne le pouvait faire qu'avec l'assentiment des organisations intéressées. Et donc, ce que va faire Joseph Boters, c'est préconiser rien de moins que de donner désormais à la commission syndicale le pouvoir de décider du déclenchement, de l'extension des grèves, ainsi que de la reprise du travail dans les conflits qui portent sur des questions de principe syndical ou de revendications d'ordre général. Alors, les directions des centrales réformistes sont évidemment bien d'accord avec la commission syndicale pour condamner les mouvements de grève irréfléchis, spontanés, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles acceptent pour elles-mêmes, puisque je l'ai dit, il y a une forte tradition d'indépendance des centrales vis-à-vis de cette commission syndicale. La commission syndicale est née après la plupart des groupes nationaux. Et donc, elles ne sont pas prêtes à accepter cet accroissement du pouvoir de la commission syndicale. Et donc, les propositions de Joseph Bondas restent mortes. En 1932, on a également un vaste mouvement de grève qui prend des allures dans les années 30, au cœur de la crise des années 30, des allures quasi insurrectionnelles, avec beaucoup d'actes d'indiscipline également. Et comme en 1922, Joseph Bondas va, au lendemain de la grève de 32, donc en 1934, reproposer donc un rapport sur la structure du mouvement syndical belge, donc préconisant à nouveau le renforcement des pouvoirs de la commission syndicale. Mais de nouveau, les centrales refusent et ces propositions restent une fois de plus lettre morte. Alors, en marge donc de ces tentatives statutaires de renforcer l'autorité de la commission syndicale en matière de conduite de grève, la commission syndicale va néanmoins prendre des mesures pour limiter la contestation syndicale dans ses rangs. Et en 1924, elle va prendre une mesure, elle va établir l'incompatibilité entre la fonction de dirigeant syndical et la qualité de membre du Parti communiste. Donc ça veut dire que tous les dirigeants syndicaux qui étaient membres ou membres de comités de syndicats qui étaient membres du Parti communiste ne peuvent plus, doivent quitter leur poste, ne peuvent plus occuper ces fonctions. Ils peuvent être simples syndiqués mais ne pas appliquer ces fonctions. Et donc on demande de les exclure si ils refusent. Et cette motion, donc, que l'on appelle la motion Mertens, donc du nom du secrétaire, est d'emblée très controversée à l'intérieur du mouvement syndical, bien au-delà des seuls militants communistes, puisque les partisans de l'action syndicale combative dans les rangs syndicaux socialistes l'aperçoivent comme une atteinte à la liberté d'expression, à la démocratie dans les syndicats. Ici, c'est un exemple parce que après les grèves de 32, donc j'ai évoqué rapidement, mais je ne pourrais pas revenir là-dessus, on va assister à une nouvelle vague d'exclusion des syndicats pour appartenance à des organisations ayant pour but, sous motif donc de détruire les organisations de la commission des organisations socialistes. Et donc le réveil syndicaliste va dénoncer ces exclusions en disant que les directions syndicales commencent à exclure un peu au hasard quelques-uns parmi les fortes têtes. Cela entraîne automatiquement la perte de tous les avantages, y compris les indemnités de chômage. Le mot d'ordre est frapper au ventre, cela fait reculer les autres. 10 exclus, cela fait des milliers qui doivent se taire. La seule défense des ouvriers serait de s'opposer à ces exclusions. C'est en petit comité que ces exclusions sont décidées. S'il se trouve quelqu'un d'assez hardi pour demander des explications, la réponse est toute prête, on l'exclut aussi. Et donc, la motion Mertens va donner lieu tout au long de la période de l'entre-deux-guerres à d'importantes résistances à son application. Ces résistances vont déboucher, même dans certains cas, à la réintégration, en opposition avec les directives de la commission syndicale, des membres exclus. Alors, en ce qui concerne maintenant la question de la démocratie syndicale à la base, puisque c'est quand même ça qui nous préoccupe aujourd'hui, même si, bon, en fait, j'ai
la question de la démocratie, elle est très peu posée comme telle dans les documents d'époque que j'ai consultés. J'ai dépouillé quasi l'entièreté de la presse syndicale de l'époque. Et c'est pas un débat récurrent, en tout cas pas sur cette occurrence-là. On parle pas de démocratie. L'occurrence de la démocratie apparaît très peu. Mais évidemment, en filigrane, on le voit bien, ce sont des questions de démocratie syndicale qui se posent, de liberté syndicale, d'expression. Et donc, il est intéressant, par rapport à cette question de la démocratie syndicale à la base, de souligner le développement de conceptions parmi certains contestataires radicaux ou partisans d'un syndicalisme de combat, d'un syndicalisme organisé en conseil d'usine ou conseil d'atelier. Et donc, c'est ce syndicalisme développé par certains syndicalistes socialistes, donc ils ne sont pas du tout ni communistes, ni affiliés à un autre parti, qui sont vraiment des syndicalistes purs et durs. Donc, semble évidemment avoir été directement influencé par les modèles des soviets et des conseils qui ont été développés donc, en Russie et en Allemagne en 1917 et 1919. Cependant, s'ils affirment donc la nécessité de l'union de tous les travailleurs au niveau local, ainsi que la prise du contrôle des usines par les ouvriers, donc tels qu'ils sont également revendiqués par les conseils allemands et les soviets russes, ils n'en reprennent nullement les caractéristiques politiques. Je voulais dire quelque chose à ce propos, mais bon, c'est pas grave. Et donc l'exemple, par exemple, des chevaliers du travail de Julien Lao est assez éclairant à cet égard, puisque effectivement les chevaliers du travail présentent des formes, comité d'usine, organisation à base interprofessionnelle, etc., et de contenu, contrôle ouvrier, qui peuvent faire penser à l'organisation en conseil. Ceci, les choix de Julien Lao ne procèdent pas directement, en tout cas à la base, d'un choix théorique, mais bien d'une évolution du conflit même d'ouvriers mariés, à la fois en réaction au raidissement de la position patronale et de la condamnation de la grève par les instances syndicales nationales. Alors, à notre connaissance, l'organisation ouvrière qui a le plus théorisé la conception des conseils syndicaux en Belgique, c'est la section bruxelloise de la centrale des travailleurs du bois et bâtiment, bois, bâtiment et ameublement, dirigée par Émile Marchand, dans une représentation. Mais surtout, donc, ces dirigeants semblent avoir été les seuls à avoir réellement, parce que d'autres évoquent aussi cette base, ce type d'organisation, mais à avoir réellement tenté la mise en pratique de leurs convictions sur les terrains des structures et de l'action syndicale. Donc ça me paraissait intéressant de l'évoquer ici. Et donc en ce qui concerne les structures syndicales, voici la conception d'Émile Marchand du syndicat. Il nous dit « Le syndicat, ce n'est pas le bureau syndical, ce n'est même pas le bureau exécutif. C'est le conseil syndical, réunissant tous les travailleurs constituant le personnel d'un atelier, d'une usine ou d'un chantier. Sans le conseil d'atelier, le syndicat d'industrie ne saurait revêtir que le caractère d'un vaste troupeau, embrigadant des dizaines de milliers de travailleurs. Avec les conseils d'atelier, il acquiert directement une haute portée révolutionnaire qui permet d'entrevoir la libération prochaine du prolétariat. » Et donc ici, on voit une remise en question des formes d'organisation syndicale, une espèce de revendication d'une organisation à la base des travailleurs. Et il dit, en aucun cas, les conseils d'atelier ou leurs délégués ne peuvent délibérer en collaboration avec les patrons ou leurs représentants. Bon, il s'oppose aussi à, on voit bien ici la ligne de fracture entre les partisans de la concertation sociale et les partisans de l'action gréviste. Et donc il dit, les conseils d'entreprise doivent veiller à ce que tous les ouvriers soient des syndiqués en règle afin de faire grossir nos effectifs et de renforcer notre puissance de combat.
je dois raccourcir un peu. Hein. Oui, voilà. Je vais raccourcir un peu, donc je regarde juste... Bon, c'est pas grave, éventuellement on pourra revenir là-dessus. Alors donc, la motion Mertens dont je vous ai parlé, loin d'aboutir à l'objectif escompté, donc d'affaiblir les tendances contestatrices dans les rangs de la commission syndicale, va au contraire aboutir à leur réunion. Donc pour la première fois, on va voir les syndicalistes combatifs se regrouper au sein d'un mouvement dit de l'unité. Et donc le principe, c'est celui de l'unité des travailleurs à la base dans les organisations économiques, sans que des questions politiques viennent diviser donc, les syndicats et sans qu'on puisse exclure un membre pour son adhésion politique. Et donc il défend bien le principe unitaire. Alors, après les grèves de 32, bon, ce mouvement unitaire, il va survivre pendant 2-3 ans avant que des conflits internes ne le fassent éclater à son tour. Mais après les grèves de 32, on va également voir la constitution de groupes d'action syndicalistes qui ne se veulent pas, donc tout comme ne se voulait pas le mouvement unitaire. Donc le mouvement unitaire n'est pas un syndicat à part entière, ils ne veulent pas constituer des organisations syndicales, ils veulent défendre l'unité dans les syndicats. Eh bien, c'est la même chose des groupes d'action syndicalistes, ce ne sont pas des syndicats, ce sont des groupes qui visent à défendre dans les syndicats existants l'esprit de lutte de classe, le principe de l'unité, et aussi, et là c'est quand même une des rares fois que j'ai trouvé vraiment mention telle quelle de ça, explicitement dit comme tel, de la démocratie dans les syndicats existants. Et donc vous le voyez en point 4, je l'ai agrandi ici. Donc le quatrième objectif des groupes d'action syndicalistes, c'est de défendre et de servir de la démocratie syndicale. Exiger la convocation régulière et fréquente des assemblées générales. Faire appliquer la liberté de discussion dans celle-ci. Veiller à la régularité des votes dans les référendums et désignation de fonctionnaires. Contrôler l'action des rouages supérieurs. Exiger des comptes rendus exacts des assemblées et congrès. Voilà. Alors, je vais terminer en... Donc ça, ce sont des illustrations qui concernent ces grèves de 32 que j'ai rapidement évoquées. Mais bon, si vous voulez, dans la discussion, on peut en reparler parce qu'elles sont importantes. Mais je vais terminer en ce qui concerne donc la question du renforcement de l'autorité de la commission syndicale dans la conduite des grèves. Donc je vous ai dit qu'en 1922, le rapport Bondas avait été rejeté. En 1934, il n'avait pas eu de suite non plus. Et finalement, c'est bien au feu du mouvement gréviste de 1936 que la commission syndicale parviendra enfin à faire accepter par les centrales affiliées une augmentation de son pouvoir. Et donc, en fait, comment expliquer cela? Le mouvement de 1936 présente plusieurs similitudes avec celui de 1932, donc débrayage spontané, indiscipline syndicale, etc. Mais ce mouvement a lieu dans un contexte économique et politique beaucoup plus favorable à une victoire. Et ce mouvement aussi est beaucoup plus généralisé que celui de 1932, qui était un mouvement qui est resté cantonné à la région du Borinage du Hainaut. Et donc, on est effectivement dans une période où s'opère une amorce de reprise économique, 1936, après plusieurs années de crise, où les socialistes reviennent au gouvernement. Donc, on voit chaque fois dans l'histoire syndicale quand même le poids des socialistes jouer au gouvernement. Et donc, ce caractère également général du mouvement vont jouer de manière similaire à ce qui s'est passé en 1919, comme autant de facteurs favorables à l'intervention de la commission syndicale dans ce mouvement. Et donc, grâce en partie à l'action conciliatrice du gouvernement et des socialistes au gouvernement,
la commission syndicale, en front commun pour la première fois avec la CSC, la Confédération des syndicats chrétiens, va parvenir à négocier rapidement un premier accord national interprofessionnel avec le comité central industriel, donc l'organisation patronale, en échange de la reprise du travail. Et donc cet accord est signé le 17 juin, donc à peine 10 jours après les premiers conflits, donc, et va donner lieu à la première conférence nationale du travail, donc vraiment une véritable négociation à l'échelle non plus seulement d'un secteur, mais de l'ensemble des secteurs au niveau national. Et donc, la commission syndicale, alors qu'elle n'a jamais appelé à la grève dans ce mouvement, jamais appelé à la grève générale, va remplir une mission conciliatrice de premier plan dans ce mouvement social de juin 1936. Elle va d'emblée représenter l'ensemble des centrales socialistes dans les négociations, puisque c'est la commission syndicale, CSC, et le CCI qui négocie. Alors qu'elle n'a pas déclenché cette grève. Mais elle va représenter l'ensemble des centrales socialistes. Et donc, elle va effectivement apparaître pour la première fois à ces centrales affiliées comme un acteur essentiel de la grève. D'autant plus que la grève de 1936, la reprise du travail, va être contestée dans différents milieux. Et donc, le 23 juin, la commission syndicale va faire plusieurs proclamations sur les ondes de l'IRN, donc par radio, et diffuse un manifeste appelant à la reprise du travail dès le lendemain, pour toutes les centrales, le 24 juin, afin de valider l'accord. Et donc, sous cette pression, ceux qui contestent l'ordre de reprise, ceux qui voudraient aller plus loin ou obtenir plus de garanties, finissent par se soumettre à la volonté de la majorité et reprennent le travail. Cette attitude de la commission syndicale va être l'objet de nombreuses contestations à la base, notamment chez les mineurs, et chez les mineurs ce sera pas que à la base, même au niveau régional, même au niveau national. La centrale des mineurs, qui est la seule centrale en fait syndicale à avoir donné le mot d'ordre de grève, parce que 36 c'est globalement une grève spontanée au départ, la centrale des mineurs a donné le mot d'ordre de grève, et en fait n'accepte pas que la commission syndicale appelle à la reprise du travail sans avoir demandé son avis. Et donc, en fait, le secrétaire général qui a participé au comité national de la commission syndicale qui a décidé l'ordre de reprise du travail va se faire un peu taper sur les doigts lors du congrès extraordinaire qui va être convoqué suite à cette décision pour ne pas avoir consulté la base, puisque théoriquement le règlement dit que un départ en grève et donc une reprise du travail doit être décidée par l'ensemble des affiliés qui ont participé au vote, par l'ensemble des sections qui ont participé au vote du départ en grève. Néanmoins, cette intervention de la commission syndicale dans le mouvement des grèves constitue, pour les dirigeants syndicaux des centrales, une satisfaction. La commission syndicale parvient à les convaincre du rôle important qu'elle pouvait jouer dans les mouvements généraux et aussi de la puissance que ce rôle pouvait leur conférer en retour. Parce que, en effet, l'intervention de la commission syndicale au niveau interprofessionnel national, donc dans la conférence nationale du travail, a débouché sur une relance des commissions paritaires. Et donc, la décision de la commission de la CNT, ça a été de relancer les discussions en commission paritaire. Et donc, les centrales, de fait, puisque c'est elles qui négocient en commission paritaire, retrouvent le rôle qu'elle avait progressivement perdu pendant la crise où, effectivement, les commissions paritaires n'étaient plus très actives. Et donc, les centrales peuvent ainsi revenir à l'avant-plan dans les négociations avec le patronat. En plus, cette décision de la commission syndicale a quand même largement contribué à enrayer l'indiscipline syndicale dans les rangs des centrales, notamment en matière de refus du reprise du travail. Et c'est vrai que les souvenirs de 1932, où les débordements ont été extrêmement nombreux, où il y a vraiment eu une situation quasiment insurrectionnelle, continuaient d'hanter la plupart des centrales. Et donc,
finalement, les centrales admettent enfin, en 1937, les transformations préconisées par la commission syndicale depuis 1922. Et donc c'est bien le pragmatisme, la défense de leur intérêt propre qui a guidé le choix de ces centrales de concéder une autorité à la commission syndicale. Bon, ça je reviendrai là-dessus. Ça, c'est les difficultés de la reprise du travail qui s'opèrent effectivement très lentement, on le voit. Et donc, ce changement d'attitude des centrales sera directement à l'origine d'une transformation des statuts de la commission syndicale en 1937, transformation extrêmement importante, la plus importante donc depuis ses origines en 1898. En gros, il n'y en avait pas eu. Ce qui lui vaut de prendre le nouveau nom, à l'occasion de ce changement de statut, elle prend le nom de Confédération Générale du Travail de Belgique, la CGTB, qui n'est pas encore la FGTB, mais donc elle change de nom. Et c'est l'accroissement donc du rôle de la commission syndicale dans les conflits généraux, eh bien la transformation la plus importante des modifications apportées au statut. Et en gros, elle stipule que désormais, donc la commission syndicale pourra intervenir dans les conflits généraux, mais il faut donc premièrement que l'organisation intéressée prévoie dans ses statuts que la grève ne peut être décidée qu'après avoir consulté ses membres intéressés au conflit par référendum et que les 2/3 de ceux-ci se prononcent affirmativement, qu'elle s'engage à faire respecter et à respecter par ses membres les décisions que le comité national de la FGTB, de la Confédération Générale du Travail de Belgique jugerait utile de prendre concernant la marche du conflit. Donc ici, on voit qu'elle s'arroge véritablement un droit de direction des conflits. Et enfin, l'article 36 stipule que, donc dans le cas de ces mouvements généraux, le comité national de la Confédération Générale du Travail de Belgique peut, à n'importe quel moment, après avoir entendu le comité central des organisations intéressées, décider de sa propre autorité qu'il y a lieu de cesser la lutte et de reprendre le travail. Voilà. Je vous remercie. Je suis désolée d'avoir été un peu longue. Merci. Là, c'est en fait du syndicalisme contemporain et actuel dont on va parler. En fait, Irène est pensionnée maintenant, mais il y a quelques mois encore, elle était permanente à la CNE pour le secteur de la grande distribution. Alors, j'imagine qu'il y a certains éléments historiques qui doivent te parler et ressembler particulièrement à certains faits tout à fait contemporains. Oui, je vais d'abord m'excuser si j'ai un exposé qui ne sera probablement pas très structuré, parce que à l'origine, c'est pas moi qui devais venir ce soir, mais Felipe, donc moi je suis ici en remplacement. J'ai sauté dans le train sans trop savoir ce qu'on attendait de moi. Donc j'avais en gros comme mission, ou comme... Enfin, oui, on m'avait dit qu'on parlait essentiellement de la concertation sociale. Et j'imaginais donc qu'on allait me dire, est-ce que la concertation sociale aujourd'hui est encore efficace ou pas? Est-ce que, bon voilà, je n'ai pas préparé grand-chose. Maintenant, dans l'exposé historique que j'ai entendu, il y a évidemment des choses qui me parlent. D'abord, à titre personnel, les grèves de 32, de 36, je n'étais pas née, rassurez-vous, mais ma grand-mère les a vécues, elle était femme de mineur, mon grand-père était mineur, et j'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Ça veut dire que elle m'a biberonné aux grèves de 32 et de 36. À 12 ans, j'étais imbattable sur ces deux conflits-là. Donc, ça, c'est déjà personnel, comme c'est peut-être une anecdote, mais je pense que ça a été, pas les grèves de 32 et de 36, mais tous ces mouvements ont certainement été à l'origine de mon engagement syndical bien plus tard. Donc ça, c'est très personnel. Dans ce que tu as dit, moi, il y a quelques choses, quelques points qui ont fait tilt. Notamment l'éternel débat qui se poursuit aujourd'hui dans les syndicats entre ceux qui disent que le recours à la grève en période de crise
est inefficace et dangereux pour la concertation. Ça, c'est quelque chose qui revient évidemment en permanence, avec ceux qui sont plutôt partisans du recours à l'offensive, d'un syndicalisme plus offensif. Ça traverse, à mon avis, les deux grandes organisations syndicales. Il y en a une troisième, mais je n'en parlerai pas, parce que pour moi, ce n'est pas un syndicat. Donc, ces deux grands syndicats sont traversés par ces deux courants en permanence. Et ce sont des débats qui sont moins faciles qu'on le pense. Moi, je serais plutôt du style anarcho-syndicaliste, mais j'ai dû évidemment beaucoup me discipliner ma colère, comme aurait dit Nelson Mandela, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Donc ça revient d'autant plus que pour l'instant, on vit une période où on se dit que vraiment, mais vraiment, la concertation sociale n'apporte plus rien aux travailleurs. Donc voilà. La deuxième chose qui m'a parlé, c'est, parmi tout le reste, hein, mais c'est que encore aujourd'hui, en tout cas dans notre organisation syndicale, il y a incompatibilité entre les mandats syndicaux, enfin de dirigeants syndicaux, professionnels, et un mandat quelconque dans un parti politique. On peut être membre d'un parti politique, mais on ne peut pas accepter de mandat politique. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. Et on tient beaucoup, évidemment, à garder cette distance. Pas pour les mêmes raisons, je suppose, qu'à l'époque. Ça date de... Cette dissociation date de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Là, à l'époque, ils sont... La plupart des dirigeants syndicaux étaient chez les communistes. Et voilà, et chez les socialistes, surtout. Oui. Delattre était ministre, il était... socialiste. Non, il n'y avait pas d'un... dans les syndicats chrétiens, oui. En fait, les syndicats chrétiens avaient... Les syndicats chrétiens avaient, établi l'incompatibilité des mandats politiques et syndicaux. Donc, on ne pouvait pas cumuler les deux mandats. Mais du côté socialiste, non, les imbrications sont extrêmement fortes entre le Parti socialiste et les syndicats, y compris au niveau des mandats. Et c'est aussi, évidemment, j'ai pas pu évoquer l'ensemble des conflits qui ont traversé le mouvement syndical, mais c'est un enjeu de conflit important, justement, aussi entre cette branche combative et cette branche plus réformiste qui s'appuie sur le Parti socialiste et qui, elle, revendique ce lien avec le Parti ouvrier belge, tandis que les tendances plus combatives revendiquent justement la dissociation du syndicalisme du POB, du Parti ouvrier belge. Voilà, alors la troisième chose qui m'a parlé, mais c'est peut-être moins important, c'est les pressions qui étaient exercées à l'époque sur les secours, en disant si ceux qui n'acceptent pas l'arbitrage par un tiers ne bénéficieront pas de secours. Ce sont des choses qu'on connaît encore, qui ont, enfin plus évidemment sous cette forme-là, mais il est clair que quand on déclenche des actions de grève sans respecter les procédures, on a maintenant des jugements en référé, on est soumis à des astreintes extrêmement importantes. C'est une autre manière de briser le mouvement et de briser les grèves. Donc l'histoire se répète sans cesse et se poursuit et se complète. Alors moi, je n'avais pas rien préparé sur la démocratie à l'intérieur de l'organisation syndicale. Je pense qu'entre-temps, il y a pas mal de choses qui ont quand même évolué. Il y a une structuration, enfin je parle moi de ce que je connais, c'est-à-dire de mon organisation syndicale. Et plus particulièrement à la CNE par exemple, les instances de décision les plus importantes sont toutes composées d'une base de permanents, donc payés par l'organisation, mais les délégués militants non rémunérés par l'organisation sont toujours en nombre égal ou supérieur aux permanents, de manière à essayer d'assurer une représentativité démocratique beaucoup plus importante que quand ce sont uniquement des permanents qui prennent des décisions, y compris des décisions de grève. Que dire sinon que dans ma pratique, moi, de permanente syndicale, c'est une pratique qui était parfois contestée d'ailleurs, j'ai toujours considéré que les délégués pouvaient déclencher une grève seuls à un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que le minimum était quand même de me donner un petit coup de fil pour me dire qu'ils y allaient,
L'autre condition, c'était de s'assurer que les travailleurs étaient bien derrière eux ou avec eux, que ce n'était pas eux qui déclenchaient un mouvement comme ça tout seul, et de savoir quelle était la revendication. Parce que ça me paraissait important pour partir seul, de pouvoir avoir ces trois conditions-là. Ça ne m'a jamais posé de problème, je n'ai jamais eu de blague, je dirais, dans ce contexte-là, au contraire, parce que les délégués étaient beaucoup plus responsabilisés, ils savaient qu'ils prenaient une responsabilité importante en déclenchant le mouvement. Et toutes les grèves qui ont été déclenchées dans l'organisation ont toujours été soutenues et payées par l'organisation syndicale sans contestation aucune. Y compris, et là je reviens maintenant aux dernières années où à l'intérieur de la CSC et la CNE, parfois dans une position conflictuelle assez rude, on est parti parfois seul dans des actions alors que la CSC recommandait de ne pas y aller. Elle n'a jamais fait pression sur le paiement de la grève dans ces cas-là, donc on a toujours payé la grève. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé, mais ces derniers temps, en tout cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est formalisé dans les commissions paritaires, il y a des bureaux de conciliation qui sont prévus, et c'est donc la plupart du temps le président de la commission paritaire qui arbitre ces conflits. Il y a aussi des arbitrages. Et c'est un fonctionnaire, quoi. Et c'est obligatoire de se soumettre à la décision de l'arbitre? Non, c'est parce que c'est devenu obligatoire depuis fin des années 90, avec le Gentleman Agreement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais donc pour réagir aux employeurs qui allaient en référer aux tribunaux civils pour dire il y a entrave au libre commerce et donc on demande qu'il y ait des astreintes que les travailleurs qui partent en grève et qui empêchent les clients d'entrer ou les fournisseurs ou peu importe, soient soumis à des astreintes importantes. Et donc ça, c'est un jugement qui est obtenu dans l'heure. Pour réagir à ça, les syndicats avaient demandé qu'on interdise ces astreintes. Et c'est la ministre Onkonix, à l'époque, qui a servi un peu de conciliatrice entre les deux parties. Ils voulaient légiférer les employeurs là-dessus. Et elle a proposé plutôt un gentleman agreement qui était un engagement des organisations syndicales à respecter les procédures de concertation sociale. Et donc, avant tout déclenchement de grève, d'aller en commission paritaire, en bureau de conciliation, exposer les motifs du conflit, tenter de trouver des solutions. Et s'il n'y en avait pas, on pouvait alors déposer un préavis de grève. Si on ne respectait pas ça, enfin, c'est toujours comme ça, si on ne respecte pas ça, on est soumis, enfin, il y a rupture des relations sociales et il peut y avoir grève, mais il y a surtout des sanctions, des astreintes, quoi. Donc il y a eu un engagement entre gentlemen, donc qui n'est pas une loi, qu'on respecte la plupart du temps, qu'on ne respecte pas quand c'est pas possible, mais bon, voilà, il y a encore souvent des conflits à ce sujet-là. Parce que juste par rapport à l'arbitrage, en fait, théoriquement, les syndicats, ils ont toujours refusé, historiquement, avant 14, l'arbitrage des conflits. Et donc, c'était pas évident, au lendemain de la guerre, de faire accepter ce principe d'un arbitre, parce qu'ils voulaient vraiment avoir des relations libres directement, quoi, avec le patronat, quoi. Et d'ailleurs, bon, c'est vraiment la première période, début 1919, il y a un certain nombre de conflits qui, ne trouvant pas de solution, sont réglés par l'arbitrage, mais après, plus du tout. Donc, les commissions paritaires, il n'y a plus d'arbitre. Mais d'abord, moi, je suis un des cadres, enfin, j'étais, je suis pas sonné, mais j'étais un des cadres du mouvement, j'étais considéré comme tel. Donc, je ne vais pas jouer à la militante de base, sans mandat non plus. Donc, ça, c'est d'où je parle. Je pense que les deux organisations, FGTB-CSC, fonctionnent différemment. La CSC a une interprofessionnelle beaucoup plus forte que la FGTB, dont les centrales sont beaucoup plus puissantes, les centrales syndicales. Et le non-marchand, à la FGTB, je ne le connais pas. À la CSC, à la CNE, c'est organisé chez nous, donc c'est des collègues à moi. Et je ne peux pas te dire non plus là comment ça fonctionne. Honnêtement, je pense que ça se passe comme tu le souhaites ou comme tu le dis, c'est-à-dire que ce sont des sections syndicales
qui décident elles-mêmes de leurs militants, en tout cas de qui sera délégué, voilà. Maintenant, les désignations de permanents, ça se fait par l'organisation syndicale chez nous. Hein. À la FGTB, c'est par élection. Enfin, c'est aussi l'organisation, mais il y a des élections, je pense. Hein. Tu connais mieux l'organisation que moi, mais les permanents sont élus à la CSC, pas. Chez nous, pas. Ils sont désignés par l'organisation syndicale. Est-ce que c'est forcément antidémocratique? Je ne le pense pas. Moi, j'ai souvent vu des collègues du 7K, donc des employés de la FGTB, pardon. Excusez-moi, mais j'ai des petits problèmes toujours de gorge. Hein. Après un certain moment, ça s'enroule. J'ai vu des collègues du 7K qui devaient se faire réélire, devenir complètement démagogiques pour se faire réélire, et puis changer tout à fait de bord quelques mois après. Donc je pense que ce n'est pas une garantie de sérieux et de fonctionnement démocratique pour autant. C'est une grosse organisation, enfin c'est lourd un syndicat. Et donc avoir la démocratie de petites associations, ça me paraît difficile, pour ne pas dire impossible. On tend toujours à être le plus démocratique possible, me semble-t-il, mais il n'y a aucune garantie de... Ça dépend des gens aussi qui sont dedans. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres réponses à donner. Ce qui est sûr, c'est que le rôle joué aujourd'hui par les interprofessionnels cadenasse complètement l'action syndicale des centrales et des délégués dans les entreprises. De toutes les organisations, à mon avis. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et je retombe sur ce que j'avais préparé, mais c'est pas pour ça que je le dis, mais c'est vraiment parce que ça vient à point. Les AIP sont négociés par les interprofessionnels. Ça fait depuis au moins 2 AIP qu'il n'y en a plus, qu'en fait c'est le gouvernement qui décide sur base des discussions qui ont eu lieu et des enjeux qui sont sur la table à ce moment-là, c'est le gouvernement qui décide. Et il décide, comme cette année-ci, enfin pour cet accord-ci, il y a blocage complet des salaires. C'est impossible, hein. Je vais essayer de boire un peu d'eau. Voilà. Ah merci, voilà. Heureusement que je suis pensionnée parce que c'est un vrai handicap ça quand il faut parler. Donc il décide cette fois-ci du blocage des salaires, le gouvernement, complètement. Il y a 2 ans, l'augmentation salariale pouvait aller jusqu'à 0,3%. 0,3%, c'est-à-dire 0, pratiquement 0, et c'était impératif. Et avant l'avant-dernier accord interprofessionnel, enfin qui n'en était pas un non plus, on avait droit à des écochèques. Ça, c'était la grande nouveauté. Donc, c'est la première fois que le signal a été donné dans un accord interprofessionnel qu'on peut négocier du net, c'est-à-dire du salaire qui échappe à la sécurité sociale et aux impôts. Je veux dire que, allez, quand on en est là, c'est quand même assez grave et c'est le core business des organisations syndicales, la négociation salariale. C'est par là qu'on se rend utile auprès des travailleurs en un premier temps et enfin, c'est vraiment des enjeux importants pour nous. Dès lors qu'il n'y a pas d'AIP et que tout est cadenassé, on nous empêche de fonctionner, quoi. On empêche les syndicats de faire une grosse partie de leur boulot et c'est ce par quoi on attire aussi les syndiqués, quoi, les travailleurs. Donc c'est une manière de casser les organisations syndicales. Donc moi je prétends que ce qui se passe pour le moment c'est ça. On est des syndicats qui étions encore trop forts par rapport aux syndicats dans d'autres pays. On a un taux de syndicalisation important. Et je pense qu'on veut en finir avec les organisations syndicales. Ça, c'est mon analyse de ce qui se passe maintenant. Je n'ai pas répondu tout à fait à ta question, hein, mais c'est un peu difficile. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que finalement, au niveau des structures interprofessionnelles dans les grands syndicats, est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion totale avec ce qui se passe sur le terrain? Mais en même temps, moi je suis chez les Rouges et j'ai l'impression qu'effectivement, que ceux qui sont prêts à accepter en AIP
Bon, cette fois-ci, il n'a pas été accepté, mais la fois passée, ça a été à 2 doigts que c'était accepté par les Rouges. J'ai l'impression qu'ils sont complètement déconnectés des revendications de base au niveau des entreprises et des secteurs. Je crois que les organisations syndicales sont traumatisées par les pertes d'emplois. On a de plus en plus d'affiliés chômeurs, sans emploi. On est traversé par des courants très différents et les crises politiques qu'on vit, on les vit aussi au niveau syndical. Hein. On est divisé entre ouvriers et employés, on est divisé entre syndicats d'abord, hein, ça c'est la première division, et je ne jette la pierre à personne. C'est souvent la CSC qui est la première à sauter à pieds joints sur le... Enfin bref, on est divisé entre les employés et les ouvriers, je l'ai dit, entre le nord et le sud, de manière très importante, et à la CSC c'est le nord qui est le plus puissant. Or, le Nord, je suis désolée, mais la NVA, elle trouve bien ses membres et ses électeurs quelque part, et notamment dans les organisations syndicales. Donc, il y a quand même, pour l'instant, des divisions extrêmement profondes qui rendent la tâche très dure aux organisations. Et on se bagarre beaucoup à l'intérieur, et effectivement, il y a une partie de la base qui renacle et qui n'est pas d'accord avec les positions qui sont prises. Mais jusqu'à présent, à la CSC, nous sommes minoritaires, puisque les accords sont passés chez nous. Enfin, il y avait un accord pour signer un accord interprofessionnel dans lequel il n'y a rien. Donc les rapports de force ne sont pas en faveur de ceux qui voudraient plus et qui voudraient se bagarrer davantage. Ça s'explique, à mon sens, par beaucoup de choses, notamment par la situation de crise, la peur qu'ont les gens de perdre leur emploi et de... Ah oui, je pense. Ça explique ça, beaucoup de choses quand même, ça. Par rapport au financement des caisses, parce qu'il y a différents rôles, donc j'imagine que ça se finance de manière différente en fonction des différents rôles syndicaux. Et est-ce qu'il peut arriver justement qu'à un moment donné, un syndicat n'ait plus la force financière de pouvoir soutenir des grèves? C'est arrivé dans l'histoire, je pense, après les grèves de 60, à la FGTB, il y a eu de gros problèmes. Je pense que c'est arrivé à la CSC aussi, mais il y a très longtemps. Oui, c'est possible, évidemment, mais je pense que la caisse de grève peut couvrir l'indemnisation de tous ses affiliés tous les jours, pendant 3 semaines, quelque chose comme ça. Mais Après, quelque chose comme ça, hein, mais... Dans l'histoire, ça se traduit par des appels à la solidarité ouvrière qu'il y a eu en 60, qu'il y a eu en 32. Enfin, il y a eu plein de solidarités qui se mettent en place. Et voilà, qui d'ailleurs sont... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant dans le mouvement de 32, de voir... Parce que là, il n'était pas soutenu du tout par les syndicats, ces grèves de 32. Hein, là, pas du tout, du tout. Et donc, il y a vraiment une solidarité ouvrière de terrain qui s'est mise en place avec distribution de soupes populaires. Les enfants étaient envoyés dans le nord de la France. Des familles mineures accueillaient les enfants des grévistes, etc. Il y a eu vraiment plein de trucs. Mais pour toutes les grèves, et la solidarité était très forte à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui. Et quand elle ne l'était pas, oui. C'était la castagne, quoi. Enfin, dans ces années-là, ma grand-mère me racontait que quand il y avait un pain dans une maison, dans un coron, et qu'on ne le partageait pas, ça se savait, et c'était la castagne, quoi. C'était la bagarre. C'était une solidarité forcée aussi. Oui. Et la nuit, ils allaient dans les champs des fermiers qui n'étaient, eux, pas solidaires du tout. Ils allaient retirer les patates. Il fallait bien survivre, quoi. Débrouiller. Mais c'est vrai que du coup, ça rendait le conflit encore plus fort, hein, enfin, plus dur, quoi. Bien entendu. Ça radicalisait aussi. Mais juste le fait qu'il y ait plus de chômeurs maintenant et que donc ce rôle-là est plus important, j'imagine. Est-ce que ça peut perturber aussi l'équilibre financier du syndicat lui-même et le rendre moins à même de pouvoir soutenir des mouvements de protestation par la suite? Je sais pas, c'est une question. Arriver à des mouvements de protestation, ça m'étonnerait, mais oui, plus il y a de chômeurs, moins on est enclin à réagir. Hein. On pourrait penser le contraire, mais je crois que le poids, la peur de perdre son emploi par rapport au chômage, et qu'au contraire, ça l'unifie, quoi. Ça ne pousse pas à l'action. Après, la question, c'était quoi? Par rapport au syndicat lui-même, en fait.
Je sais Ah que oui, son rôle- ça peut évidemment le mettre en difficulté. Si l'essentiel de ses affiliés sont des sans-emploi, la cotisation est réduite et il y a un coût aussi de gestion des dossiers, même s'il est rémunéré en partie par le gouvernement. Aujourd'hui, c'est insuffisant face à la masse de chômeurs. C'est payé par les organisations. Il paraît que c'est insuffisant, qu'on n'en sort pas. Mais on n'en est pas là, il y a quand même encore pas mal d'affiliés en activité. Hein. Les pensionnés, ils continuent de cotiser. Et ils peuvent continuer, oui. Je suis affilié toujours. Encore. Bon, d'abord, je dirais sur le principe de la concertation sociale, c'est naturellement par rapport à ce qu'il y avait avant, un progrès considérable. Malgré tout, je dirais, ça me frappe toujours, disons, quand on réfléchit, quand on a en discussion, en débat, le patronat et les salariés, c'est pas tout à fait encore non plus la démocratie. Si la démocratie, c'est une personne, une voix, c'est quand même, il n'y a pas le même nombre de personnes des deux côtés. Bon, ça c'est une parenthèse parce que ça est difficile de poser une question là-dessus, c'est juste un petit constat préalable. Mais sur la question, je dirais, de la démocratie, je dirais à l'intérieur des syndicats, la démocratie à l'intérieur des syndicats, bon, pour moi, ça reste toujours une question complexe. On a vu, me semble-t-il, dans l'exposé, que, disons, de l'émiettement ou de la multitude, disons, des formes syndicales, la concentration ou l'agglomération a apporté quand même des résultats à une certaine époque, dans un certain contexte et dans une certaine relation politique. Il y a eu des circonstances qui ont fait que, me semble-t-il, enfin d'après tout ce qu'on a vu, il y a quand même une période où il y a eu des progrès considérables. Et que peut-être, je dirais, il faut peut-être pas juste, on verra la question à la fin, je dirais quelle forme, comment faudrait-il revoir éventuellement cela pour répondre à la question. Mais pour essayer de répondre à cette question-là, et pour essayer de comprendre un petit peu, pas dire l'impasse, mais dans une certaine mesure, oui, de la situation actuelle, les résultats de décennies, c'est pas quelque chose qui est arrivé avec la prétendue crise, ou la crise, je dirais, de 2007-2008, ça se construit depuis 30 ans, en fait. Hein. Et naturellement, maintenant, on a une montagne, un paquet de problèmes ensemble à résoudre. Le premier, je pense, c'est le mauvais, c'est le niveau où il faut porter son action, qui n'a pas toujours été clair. Ça se clarifie peut-être un petit peu à la fois, notamment le niveau européen, des 19-20, il y a certaines participations, ben, ça n'a pas toujours été le cas. Je dirais, on a participé, les syndicats, je pense, à certaines formes d'intégration, y compris les dérives auxquelles on pouvait s'attendre en réalité. Donc il y a le problème du niveau, je pense, d'analyse qui nous a conduit ici. L'autre, c'est le principe même de la concertation sociale, dont on pouvait dire pas mal de choses, je dirais un homme, une voix, etc. Malgré tout, aujourd'hui, on n'est même plus là, dans la mesure où la concertation est, comme Irène l'a rappelé, fortement vidée de son contenu par un interventionnisme politique qui devient aujourd'hui considérable et vraiment problématique. Il n'y a pas non plus de réaction très forte par rapport à cela. Malgré que, je dirais, si on se renseigne, on suit les situations au niveau européen, on voit dans des documents, je dirais, tu parlais d'attaques, que tu penses qu'il y a des attaques, on peut le trouver noir sur blanc sur des documents, qu'effectivement le syndicalisme est vu comme un problème qu'il faut résoudre en réduisant l'importance des syndicats. Je dirais où est la réaction par rapport à ces situations vraiment problématiques et qui sont de plus en plus graves récemment. Et enfin, je dirais, pour répondre à cela, quel serait dans le un petit peu contexte historique, ou bien dans le contexte, disons, Irène, que toi tu as pratiqué au niveau de la démocratie interne, quels pourraient être qu'est-ce qu'il faudrait remettre en cause ou réouvrir à l'intérieur des syndicats peut-être pour essayer de dépasser ça. Si la structuration actuelle ne montre pas une voie de sortie, moi je ne les vois pas les voies de sortie,
je vois qu'on s'enfonce chaque année un peu plus, quel pourrait être au niveau démocratique, c'est l'objet de notre cycle, qu'est-ce qui devrait être envisagé pour contribuer à sortir de cette situation? Plus de centralisation ou moins, plus d'anarcho-syndicalisme, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut, de quoi a-t-on besoin aujourd'hui? Je pense que si j'avais la réponse à la question, tu en aurais déjà entendu parler parce que franchement, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Je pense que ce qui est entrepris ces dernières années, ces derniers mois même, ces dernières années, à travers l'Alter Summit, répond en partie à la première question, quel niveau, au niveau européen, mais je pense que là, il y a des choses qui se passent. Je pense que l'élargissement à d'autres organisations et associations que les syndicats qui ont des revendications proches est importante aussi, parce que je ne pense pas que ça va encore... Moi, enfin, je ne devrais pas dire ça ici sans doute, hein. Mais je ne pense pas que le salut viendra encore des syndicats. Enfin, le salut. Que le progrès viendra encore des organisations syndicales telles qu'elles sont aujourd'hui, en tout cas. Je ne le pense pas, et ça me pèse de le dire, parce que j'ai travaillé là-dedans toute ma vie. Hein. Travailler et militer, mais je ne pense pas. Je ne sais pas si c'est ça la question, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, Irène, mais ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à gagner dans un syndicalisme resserré autour de la défense d'un emploi dans un secteur, etc. Je crois que ça doit continuer à se faire, mais évidemment, oui, ça doit continuer à se faire, mais c'est plus là. Oui. Et donc, il s'agit de revisiter le projet politique, la vision, et d'inclure des questions sur lesquelles les syndicats ont peu de prise. Il y a eu des tentatives de syndicats de la vie quotidienne, de se dire que, puisque beaucoup de gens étaient hors de l'appareil productif, il fallait arriver à intégrer tout ça et on voit bien dans toutes les questions que les syndicats essaient de soutenir par rapport aux migrants, hein, comme l'exemple des Afghans ou d'autres. C'est des questions périphériques. À la fois, tout ça est lié, et à la fois, ça ne concerne pas directement les affiliés qui sont dans leurs entreprises, avec leur boulot menacé, avec des tensions sur le rapport salarial, etc. Et c'est comment on refonde ce nouveau syndicalisme qui puisse être porteur d'une vision plus globale de société, d'un combat plus global. Et effectivement, c'est ce que l'Alter Summit essaie de faire, mais tu le sais, on est très, 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 très loin du compte. Bien entendu. Mais il ne faut pas non plus penser qu'il y a la base qui remue ou qui veut remuer, et le sommet qui l'empêche. Enfin, ça, c'est un peu l'image d'Épinal. Hein, c'est pas comme ça aujourd'hui. Enfin, certaines, il y a encore des groupes de militants de base qui en veulent et qui veulent changer les choses. C'est heureusement, mais ce n'est pas, c'est pas très répandu. Hein. Enfin, Thatcher disait la société n'existe pas. Elle disait quelque chose comme ça. La société n'existe pas. Il n'y a que l'individu et sa famille. Et ça a bien fait son chemin dans les têtes. Hein, ça. Et donc, quand on essaye d'élargir les débats à autre chose que les augmentations de salaire, l'amélioration des conditions de travail qui sont essentielles. Hein, je ne veux pas dire que ça n'a pas d'importance, loin de là. Mais quand on essaie de dépasser ça, parce qu'il faut faire beaucoup d'éducation permanente, je pense, dans une organisation syndicale. Hein, quand on essaie de dépasser ça, c'est pas évident hein, d'avoir même les militants, les délégués syndicaux ne sont pas toujours perméables à ces questions-là. Et l'ennemi est encore souvent le sans-papier, le travailleur immigré, bon sang, oui, franchement, il y a beaucoup de travail à faire à la base, tous les jours, dans les entreprises sur ce thème-là. Donc, élargir les visées syndicales, ça demande beaucoup de travail, de conviction, de formation. Enfin, on a une école syndicale à la CNE qui dure 4 ans, on forme les délégués syndicaux à toute une série de thèmes, on essaie vraiment d'ouvrir les esprits, et on a quand même, bon, ça fait des années que ça dure maintenant, on a certainement formé pas loin de 600-700 militants syndicaux, ça fait son chemin, mais c'est difficile, c'est lent, on ne sait pas mettre tout le monde dans cette école syndicale non plus, mais moi je pense qu'un délégué syndical qui est un bon délégué syndical,
Pour moi, un bon délégué syndical, c'est pas forcément un bon militant. Je fais la différence entre les deux. Le bon délégué syndical, c'est celui qui est le reflet de sa base, c'est-à-dire qui est vraiment proche des gens avec qui il travaille, qui les aide à régler des problèmes très concrets là où ils sont. Et à partir de là, quand il fait ça et qu'il est reconnu comme un bon délégué syndical, c'est par expérience que je dis ça, je ne l'ai pas appris dans des livres, il parvient à élargir les horizons des travailleurs. Moi, j'ai connu un délégué comme ça, qui était dans un magasin et qui vivait un racisme insoutenable dans son magasin, quoi, hein. Il y avait des travailleurs immigrés qui étaient les nettoyeurs, qui faisaient partie d'une autre société déjà, donc ce n'étaient pas des collègues de travail qui étaient payés par le même patron, mais ils étaient sur le même lieu de travail, et il y avait des manifestations de racisme extrêmement fortes. Et un jour, il en a eu marre, mais c'est un excellent délégué, c'est quelqu'un qui était reconnu pour un... Il a fait des assemblées, il a exigé que tout le monde vienne à l'assemblée, donc avant l'ouverture du magasin, y compris les chefs, y compris les nettoyeurs, et il a dit aux travailleurs qu'il en avait marre de ces conflits et de ces remarques vis-à-vis du personnel de nettoyage. D'abord, on ne les appelait pas par leur nom, on ne le connaissait même pas, c'était des noms un peu compliqués, étrangers, donc on ne savait pas les dire. Et on disait, et toi, viens ramasser ceci, et toi. Et ce délégué a expliqué que quand quelqu'un n'est pas nommé, quand il n'a pas de nom, c'est comme s'il n'avait pas d'existence. Et donc, c'était insupportable, ça, parce que lui-même était espagnol, qu'il avait vécu des rejets comme ça quand il est arrivé en Belgique tout jeune. Et donc, il a entamé toute une réflexion avec les travailleurs qui n'auraient jamais marché dans un autre magasin avec un autre délégué. Il ne serait pas venu à l'Assemblée, il ne serait pas resté. Mais parce qu'il était très concret et qu'il réglait les problèmes des gens, il a été écouté quand il parlait comme ça. Et petit à petit, il a mis les gens ensemble. Il a proposé aux nettoyeurs, qui étaient souvent des Marocains, d'organiser un méchoui sur le parking un samedi en fin d'après-midi pour les collègues, etc. Il a mis les gens ensemble et ça a fonctionné. Et il est arrivé après quelques années en disant « Maintenant, on a inversé la situation. Il y a encore des racistes. Il y en a encore. Mais ils n'osent plus s'exprimer. Maintenant, c'est eux qui n'osent plus s'exprimer. Avant, c'était les non-racistes qui n'osaient pas s'exprimer. Maintenant, ce sont les racistes qui n'osent plus dire. Et déjà, c'est déjà ça. Bon, et je veux dire, ça c'est un exemple, mais il a fait tout un chemin avec les travailleurs de son magasin parce qu'il était un bon délégué. Moi, c'est la seule chose à laquelle je crois, c'est l'éducation permanente. Je pense qu'il faut parler aux travailleurs, une organisation syndicale, ça sert à ça, à écouter les travailleurs, à les rassembler, à leur parler. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en lançant des slogans et en ayant de belles grandes revendications qui sont partagées par personne. Et on peut intéresser les travailleurs à beaucoup de choses, mais il faut le vouloir et il faut avoir ce contact de proximité. Les patrons de la distribution ont bien compris ça, ils ne jurent que par la proximité. Les gens veulent de la proximité, des magasins de proximité, ouverts jour et nuit, disponibles. Et les délégués syndicaux ne le seraient pas. Enfin, il y a là quelque chose qui n'est pas logique. Qui n'est pas dans l'air du temps. Je crois que ça, c'est notre travail essentiel. Ça ne répond pas aux grandes questions, mais c'est l'ABC pour y arriver, je crois. Plusieurs petites réponses peuvent faire une... Oui, parce que des groupes comme ça qui se rassemblent, j'espère qu'il y en a d'autres en Belgique et dans d'autres associations, mais dans les entreprises, les gens rentrent chez eux dès qu'ils ont fini, la plupart du temps, et ils sont bien heureux d'y être et n'en ressortent plus. Hein. Ils sont devant leur téléviseur. Et si on ne leur parle pas quand on est au travail, nous, syndicats, qui c'est qui le fait? Et malgré tout, donc ça, merci pour ça. C'est banal, hein, ce que je dis, mais en même temps, c'est tellement peu pratiqué. L'assemblée syndicale, c'est mon dada. C'est quelque chose d'élémentaire. Ça, si on veut de la démocratie, il faut tenir des assemblées syndicales. Il faut que les gens s'expriment et disent ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent aller. C'est vrai qu'on ne fait plus d'assemblée syndicale, de moins en moins. Oui, et puis à ce niveau-là, je me dis... j'ai travaillé un peu sur les lieux du syndicalisme à Bruxelles pendant l'entre-deux-guerres. Et il y a vraiment une multitude de lieux de l'action syndicale, que ce soit des cafés... Enfin, bon, il y a une multitude de syndicats aussi, mais on sent vraiment qu'il y a une vie. Les maisons du peuple qui grouillent, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a les cafés où se retrouvent
les syndiqués, où il devait y avoir des discussions plus quotidiennes. Enfin, voilà. C'est vrai que parfois on a l'impression, mais bon, c'est un peu l'évolution vers un syndicalisme de services et d'assurance prête à ça aussi, dans le sens où on met beaucoup en avant ça et où, enfin, elle prête pas en soi à ça, mais disons que c'est un peu l'évolution, quoi, aujourd'hui. Parce qu'on s'arrête là, quoi. On s'est arrêté là. Mais, Marc? Ici, je vais peut-être pas faire une question, même s'il y a quelqu'un qui veut réagir, tant mieux, mais je me demande si ces 20-30 dernières années aussi, sous couvert d'un apolitisme et de non-affiliation politique dans les syndicats, on n'a pas un peu trop arrêté de faire de la politique dans les syndicats. Et j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, c'est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Alors faire de la politique, pour moi, dans mon sens, si on fait du syndicat et qu'on veut faire changer des choses à un certain niveau, c'est du travail politique aussi. À partir du moment où on défend des services publics, où on défend le bien-être de toute la population, etc., c'est pas juste une action d'euros et de cents pour gagner 3 centimes en plus au bout du mois, c'est aussi une action politique sur l'ensemble de la société. Et j'ai l'impression que dans les syndicats, il y a eu, en tout cas dans le syndicat rouge que je connais, pendant très longtemps, on m'a dit, nous on fait pas de politique, et donc on s'occupe pas de ça, on s'occupe juste de la négociation avec le patronat ou avec le sectoriel, etc., mais on veut pas aller plus loin. Et par ce retrait, on a perdu aussi toute une possibilité de faire changer les choses par le syndicat, parce que les affiliés, les militants sont de moins en moins conscients des problématiques, comme tu parlais des chèques repas, des éco-chèques. Dernièrement, j'ai entendu chez AG Insurance, ils sont tout contents d'avoir un plan cafétéria, de remplacer un 13e mois par une voiture de société. Mais c'est un détricotage complet de toute la sécurité sociale, quoi. Mais on n'en parle plus. On s'en rend même plus compte. Quand on a des interprofessionnels qui acceptent les éco-chèques. Oui. Déjà, à ce niveau-là, c'est comme tu disais, c'est le début de la fin. Oui. Voilà. C'est une réflexion personnelle que j'ai, quoi. Et j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, il y a un petit retour, enfin 2-3 ans ou peut-être 5, Franco me dira peut-être plus ça, sur un engagement de syndicats, sur la défense de l'impôt, sur l'alter-summit ou des mouvements comme ça, où on reprend voix dans le discours politique, sans faire de la politique et être lié particulièrement à un parti, mais ça fait partie du discours politique. Bien sûr, voilà. Il y a des grandes revendications qui ont été portées par les services publics, c'est pas nouveau, on les détricote, mais nos prédécesseurs les ont construits et on démolit tout. Il n'y a plus que l'entreprise qui compte aujourd'hui. Et on ne peut même plus la critiquer, elle est sacro-sainte. C'est vrai, y compris du côté des politiques et des journalistes. Hein. Oui. Il n'y a plus que la compétitivité, enfin, c'est le discours avec lequel on martèle des gens du matin au soir, et ça finit par rentrer dans les têtes aussi. Hein. C'est la seule voie possible, et il n'y a pas de contre-discours suffisamment audible. Il y en a, mais pas suffisamment audible. Tout à l'heure, j'ai dépouillé toute la presse syndicale de l'entre-deux-guerres, mais il faut savoir que la presse syndicale de l'entre-deux-guerres, c'est une somme. J'ai recensé 130 journaux syndicaux, parution mensuelle, et c'est pas 2 pages, quoi. C'est vraiment, ce sont des organes dans lesquels il y a plein de discussions politiques, même les syndicats qui refusent d'être affiliés à un parti, mais c'est très clair qu'il y a vraiment un travail de conscience qui est fait de manière permanente, quoi, vis-à-vis des affiliés. Et la lecture du journal, tout membre reçoit le journal, le lit, le discute, le fait discuter. Enfin, voilà. Et même les sections ont leurs propres journaux souvent aussi. Mais donc c'est vrai que c'est une toute autre. Historiquement, il y a quand même des grands changements à ce niveau-là. Je ne sais pas exactement de quand ils datent. Peut-être après 61. Je ne sais pas. On va voir. Pour
de l'historien. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, en dehors des questions de fonctionnement interne du syndicat, il y a des problèmes évidemment. Et même sur la question de où est-ce qu'on place la ligne entre le politique et le syndicat, quelle est l'action à l'intérieur du syndicat, on peut élargir ou pas. Il y a la difficulté énorme en dehors. Alors, il y a la question du chômage que tu as souligné, qui est vraiment la première pression. Mais il y a aussi une pression idéologique qui est terrible. Il n'y a pas une grève aujourd'hui sans que les éditoriaux de la presse parlent de la dictature syndicale. Les consommateurs ou les consommateurs ou les gens qui transmission de commun sont pris en otage. On est tout le temps dans ce vocabulaire-là qui est les syndicats sont conservateurs, c'est aussi ce qui est parfois vrai d'ailleurs, mais parfois la conservation est aussi une défense du progrès. Nous, on trouvait qu'il n'y avait aucune réaction contre le traité budgétaire, que ce n'était pas normal du tout, qu'il fallait qu'on réagisse activement. Et à la Confédération, on nous disait, ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas les travailleurs, ils s'en foutent. Quand une organisation répond ça, sur une problématique aussi importante, ça en dit long sur ce qu'elle a envie de faire ou pas faire par rapport à la thématique. Hein. Vous ne voulez pas se faire mal voir, j'imagine, parce que tout le monde, le gouvernement belge a accepté ce traité, enfin l'accepte, ce traité budgétaire, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement, et voilà, et ils sont embarqués là-dedans, quoi. Entre gens de bonne famille. Si personne ne veut prendre, parce que je reprends pour la deuxième fois, il n'y a personne d'autre. Non. Le plus grand piège des organisations syndicales et de leurs dirigeants, c'est quand ils ne sont plus en contact avec les réalités et les délégués de base. Enfin, parce que pour nous, le terrain, c'est le délégué, c'est pas les travailleurs encore, c'est les délégués qui, eux, sont en contact avec les travailleurs. Mais c'est un peu à ça qu'on assiste, hein, à force de fréquenter. Moi, j'ai bien senti ça, à force de fréquenter les patrons, parce qu'on est plus souvent en réunion avec les patrons, à la limite, qu'avec les délégués, si on n'est pas prudent. Moi, comme permanente nationale, j'ai refusé de ne plus m'occuper d'entreprise, par exemple. J'ai exigé de maintenir les gros intersièges du secteur. Entreprise Carrefour, de l'Est, les grosses boîtes, je les gardais, parce que j'avais besoin de ça pour savoir comment me comporter vis-à-vis des employeurs. Sinon, on est complètement brigadé dans un discours, on ne le sent même plus. C'est les gens qu'on fréquente tous les jours. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est encore une fois, ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas, je crois. Excuse-moi, Franco. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Ça commence à répondre une partie de ma question de toute façon. Je dirais pour essayer de trouver des pistes pratiques aussi. Tu parlais je ne sais plus si c'est le conseil syndical où il y avait des représentants, des permanents, mais aussi des délégués. À la CNE, toutes nos structures sont organisées comme ça. Les militants sont au moins aussi nombreux que les permanents. D'accord. Est-ce que, justement, je dirais dans les pratiques, est-ce qu'une pratique de cette nature-là, est-ce qu'elle n'est pas de nature à avoir un peu plus de débat, de discussion et être davantage en contact? Donc là, est-ce que l'organisation institutionnelle, suivant qu'elle est organisée comme cela ou comme ceci, ne fait pas déjà une différence? Est-ce que dans ta pratique, je dirais, professionnelle, tu as eu ce sentiment-là? Et auquel cas, si ça n'est pas organisé de la même manière, je dirais, dans une organisation ou dans une autre, on peut essayer de voir quelles sont les pratiques qui permettent d'avancer un peu plus. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, tu as dit quelque chose tout à l'heure concernant les négociations, que l'interprofessionnel cadenassait les centrales. Qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là, à supposer que si l'interprofessionnel n'avait pas cadenassé, est-ce que ça se serait passé autrement? Est-ce qu'il y aurait plus de discussions ou de combativité? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on pourrait imaginer d'organiser cela autrement pour qu'effectivement ce ne soient pas les personnes qui côtoient, qui prennent le café avec, qui ont pris des habitudes et finalement qui sont plus proches de là-bas que d'ici, qui prennent des décisions de cette importance-là. Comment imaginer de réorganiser aussi institutionnellement un petit peu ces courroies de transmission? Mais au risque d'apparaître comme ayant l'esprit d'entreprise, je crois que je l'ai un peu, oui, à la CNE, je pense qu'on a un fonctionnement qui permet l'expression beaucoup plus que dans d'autres centrales. Et donc,
c'est toujours un peu difficile de faire la leçon à d'autres organisations et à d'autres centrales. Donc nous, on vit ça à l'intérieur de la CSC. Quand des centrales ouvrières, l'une ou l'autre, peu importe lesquelles, disent on a consulté et chez nous les gens veulent ça ou ne veulent pas ça, peu importe de quoi il s'agit. Quand ils disent ça, on sait qu'ils ont consulté les permanents. Et rien que les permanents. Mais allez leur dire, vous n'êtes pas démocratique parce que vous ne consultez que les permanents, ça crée tout de suite des conflits dans l'organisation qui sont insurmontables dans la mesure où il y a beaucoup plus de centrales ouvrières et qu'elles fonctionnent à peu près toutes comme ça. Donc, c'est compliqué. Mais tu penses mais que, je pense que le type d'organisation apporte des résultats différents? Évidemment. Évidemment. Bien sûr. Et on a évidemment un avantage en plus, c'est qu'on est présent dans tous les secteurs privés, comme employé. Enfin, c'était un avantage qu'on avait jusqu'ici. Comment ça va tourner avec l'uniformisation des statuts? Ça, c'est différent. Maintenant, je ne sais pas, on va sans doute se faire... on va devoir se défendre beaucoup pour ne pas se faire manger par les centrales ouvrières. Mais c'est sûr que c'est un gros avantage de représenter tous les secteurs, d'avoir des gens, des militants, des délégués syndicaux de tous les secteurs qui discutent ensemble de leur réalité. Ça donne autre chose que des caissières toutes seules, ou des métallos tout seuls, ou des enseignants tout seuls. Hein. Clairement, il y a une autre dynamique et d'autres problèmes qui sont abordés. Donc là, sûrement, je pense que la manière dont on se structure a une forte influence sur le résultat. La deuxième chose, c'est plus... L'interprofessionnel, c'est plus un problème ou une solution, en gros? L'interprofessionnel, les négociations qui se font à ce niveau-là, avec les résultats qu'on connaît, est-ce qu'on pourrait l'imaginer autrement? Que faudrait-il faire pour que ça se passe peut-être... Est-ce qu'il faut Moi, j'aurais rêvé qu'il n'y ait pas d'accord interprofessionnel et qu'on dépose un préavis de grève générale. D'accord. Parce que ça c'est la solution. Quand il n'y a pas d'accord, on n'est pas lié à un accord, il y a une paix sociale. Il n'y a plus de paix sociale, on va à la bagarre et on exige notre dû. Maintenant, c'est peut-être un peu théorique dans les circonstances actuelles, mais je ne pense pas. Je crois que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Pourquoi est-ce qu'on accepte de cautionner? Parce qu'il n'y a pas eu d'AIP, mais ils ont eu des concertations entre eux. On n'a pas voulu l'appeler AIP parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de salaire à négocier et qu'on ne voulait pas fallait pas mécontenter la base qui n'aurait pas été d'accord avec ça. Donc on a dit il n'y a pas d'AIP, c'est le gouvernement qui décide. En fait, le gouvernement a entériné ce qui avait été discuté entre les interlocuteurs sociaux. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas il n'y a pas d'accord? Ok, il n'y a pas d'accord. Il n'y a plus de paix sociale non plus. Hein. On l'a rappelé tout à l'heure, historiquement, c'est venu comment la concertation sociale? C'était essentiellement pour préserver la paix sociale, évidemment. Et encore aujourd'hui, c'est le but essentiel. Pour l'indexation, la liaison des salaires à l'index. On a l'air de présenter ça comme un avantage exorbitant qu'ont obtenu les travailleurs belges. C'est certainement un avantage, mais c'est surtout pour préserver la paix sociale. Hein. Là où ils se bagarrent en France ou ailleurs pour obtenir des augmentations de salaire, ici, elles viennent au moins automatiquement, elles suivent le pouvoir d'achat. Enfin, ça a été beaucoup raboté, mais... Donc, ça préserve essentiellement la paix sociale. Donc, ça reste l'objectif majeur. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut dire il n'y a plus d'accord, on n'obtient plus rien, mais il n'y a plus de paix sociale. Et on se bagarre au moins là où on peut se bagarrer, alors ce ne sera pas partout. Mais comment est né le mouvement ouvrier comme ça hein. Donc je pense que c'est vers ça qu'il faudrait retourner. Mais quand je dis je sais que c'est partagé par beaucoup chez nous, à la CNE notamment, ce sont des débats qu'on a déjà eus. C'est clair que ce n'est pas vrai pour tous les secteurs n'ont pas les mêmes rapports de force non plus, donc on ne sait pas aller partout à la bagarre. C'est difficile, ce serait difficile, mais est-ce qu'il ne faut pas en revenir à ça? Je n'en sais rien, je pense. Il y a un syndicat, un petit syndicat basque, espagnol, qui a décidé, je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, qui a décidé il y a quelques années que la concertation sociale c'était fini, que ça ne rapportait plus rien, que ça embrouillait tout, et qu'on n'allait plus aller participer à ça. Donc ils ont décidé ça. Et ils ont décidé de reprendre leur sort en main et d'aller à la bagarre dans les entreprises, partout où c'était possible.
Et c'était un petit syndicat qui était un peu en déclin. Et ils ont retrouvé une vigueur dans cette façon de travailler. Ils ont vraiment augmenté leurs affiliations. Et ils obtiennent plein de choses dans les entreprises qu'ils n'obtenaient plus. Alors, je ne sais pas, ça a des limites, très probablement. Dans l'Europe aujourd'hui, ça a des limites. Mais pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas des choses comme ça? Évidemment, il faut que les syndicats vivent autrement aussi. Enfin, je pense que, voilà, ce serait un peu disette, mais je crois qu'il y a des jeunes permanents qui seraient d'accord de repartir dans des défis comme ceux-là. Enfin, j'espère. Peut-être que je rêve tout haut, hein, moi. Mais... des gens, ça dépend de la culture. Ça dépend de l'attitude. De la culture, De la culture, oui. Oui. C'est une multiplicité de facteurs. Je pense que. Oui, bien sûr. Il ne faut jamais dire qu'il y a un seul facteur qui joue, quoi. Enfin, on a évoqué plein de facteurs ici, et je pense que c'est ça qu'il faut voir. La structure en elle-même, elle joue. C'est pas une garantie, mais pour moi, c'est évident qu'elle joue. Je le vois historiquement aussi. On nous dit qu'on prendrait trop de risques. Qu'est-ce qu'on prend comme risque aujourd'hui, si ce n'est celui de ne plus rien obtenir et de ne plus rien représenter? Alors, face à ce risque-là, pourquoi pas prendre l'autre, essayer l'autre? Parce qu'on a sapé le moral en disant, voilà, vous ne servez à rien, c'est plus possible, il ne faut pas rêver. Tout ce qui ne va pas, c'est l'Europe. On vous a bien préparé pour bien vous manger, comme vous disiez. Ah oui. Et donc, s'il y a des délégués, il ne faut pas se laisser faire. Hein, dans l'organisation syndicale, il faut réagir, quoi. Et oui. Dernier tour de questions. Vous applaudissez. S'il y en a qui ont des réponses.